Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Dussopt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, secrétaire d'État chargé de la fonction publique et auprès évidemment du ministre de l'Action et des Comptes publics. Plein de trucs à voir ensemble parmi toutes les annonces et les mesures à mettre en œuvre après la conférence de presse. On a beaucoup parlé, mais il y a encore plein de points qui ne sont pas très clairs. Et puis il y a les Français, ce qu'en pensent les Français, c'est intéressant. C'est une mesure, peut-être la mesure phare de cette annonce, de cette conférence de presse, c'était les 5 milliards d'euros de baisse de l'impôt sur le revenu. Il y a ce sondage Odoxa pour BFM Business qui montre que 60% des Français ne sont pas convaincus par cette mesure. Ils ne font pas confiance en gros au chef de l'État pour baisser les impôts. Pourquoi les Français n'y croient pas et comment les convaincre? Comment les convaincre? C'est la solution la plus facile, c'est le faire tout simplement. Et donc en janvier 2020, puisqu'avec le prélèvement à la source, les impôts sont prélevés sur les fiches de salaire, sur les fiches de revenus tous les mois, en janvier 2020, les Français verront leur impôt sur le revenu baisser. Entre 180 et 350 euros, nous a dit Bruno Le Maire. Ce sont des estimations. Aujourd'hui, nous travaillons sur tous les scénarios possibles. Est-ce qu'on concentre la baisse sur les 2 premières tranches? Est-ce qu'on la fait de manière plus étalée? Tout ça est à l'étude et nous le préciserons au mois de juin. Par contre, il faudra attendre le mois de juin pour savoir exactement qui sera concerné ou pas. Comment et qui, avec un chiffre en tête, 5 milliards d'euros. C'est presque 10% du montant total de l'impôt sur le revenu. François Hollande avait fait 6,5 milliards d'euros, je me rappelle. Mais je crois qu'il n'avait pas concentré sur 12 millions de foyers fiscaux, alors que là on parle de 15 millions. Et il l'avait fait en supprimant la première tranche et en créant une tranche intermédiaire autour de 9 600 euros de revenus fiscaux de référence. Avec une décote et un système compliqué. Nous voulons quelque chose de simple, de lisible et qui puisse se traduire sur le revenu, les salaires, dès le mois de janvier. 5 milliards d'euros, c'est presque 10%, donc c'est quand même substantiel. Et c'est une baisse importante de l'impôt. Un peu moins de 10%. L'impôt sur le revenu, c'est 70 milliards d'euros. 70 milliards. Sur cette baisse de l'impôt sur le revenu, Jean-Christophe Lagarde, c'est intéressant parce qu'il nous dit, patron de l'UDI, il parle d'opération d'enfumage. Bon, après, c'est son terme, ça le regarde, mais en gros, il dit, c'est intéressant, au-delà de ce petit mot, c'est de dire que tout ça va se terminer, il nous dit, par plus de déficit. Il rappelle que le déficit, ce sont les impôts de demain et d'après-demain. Est-ce que ces craintes sont fondées? Parce que d'un côté, c'est vrai que les financements, pour l'instant, à l'heure où on se parle, les financements de ces 5 milliards ne sont pas très clairs. Le sérieux budgétaire du gouvernement n'est pas approuvé. Je vais prendre quelques chiffres pour illustrer. Nous avons fini l'année 2018 avec un déficit à 2,5% du PIB, soit moins que ce que nous avions prévu. C'est la deuxième année consécutive que nous sommes en dessous de 3%. Ça n'était jamais arrivé. On repasse au-dessus cette année. Oui, de manière très conjoncturelle, puisqu'il y a un double effet sur le CICE, et on sait très bien qu'on redescendra très vite dès 2020. Il y a un petit point de PIB là, hop. Oui, parce qu'on transforme le CICE en allègement de charges, et on paye à la fois l'allègement de charges et ce que l'on doit au titre du crédit d'impôt de l'année 2018. Donc c'est très conjoncturel. En 2018, pour la première fois, depuis des années et des années, la dépense publique a baissé en volume. Elle a baissé en volume parce que... Elle a baissé en volume, plus 0,3% en 2018 en volume, la dépense publique. Vous avez raison. Vous avez raison, c'est 0,3% d'augmentation. Et j'aurais dû être plus précis, puisque si nous avons... Vous avez raison, je reconnais l'erreur sans problème. Non, mais c'est intéressant parce que pendant la conférence de presse du président de la République, il nous a dit oui, je m'y suis engagé, on va continuer à baisser la dépense publique. Il faut être précis. La dépense publique ne baisse pas en France. Elle augmente moins vite que la croissance. Vous avez raison, j'aurais dû être plus précis, c'est la dépense de l'État qui a baissé en volume. Et c'est vous qui avez dit dépense publique là, pas moi. Quand on fait une erreur, il faut savoir la reconnaître. La dépense de l'État a baissé en volume et nous avons maintenu l'augmentation à 0,3 en volume, ce qui est important. C'est dû à des efforts faits par l'État. C'est important, mais François Hollande en 2016 a fait du 0%. François Hollande en 2016, c'est pas non plus exceptionnel. En 2016, sur l'ensemble de son quinquennat, vous savez, j'ai bossé un peu les chiffres, il a fait plus 0,8% d'augmentation moyenne de la dépense publique, au global, pas seulement l'État. Mais sur 2016, il fait 0%. Donc le plus 0,3, c'est bien, on l'a déjà vu sous François Hollande. Une fois, après, ce qu'il faut, c'est le tenir dans la durée. Ça n'avait jamais été le cas pour l'État. Ça n'avait jamais été le cas pour l'État et en 2016... L'État, c'est un morceau. Sur les 1200 milliards d'euros de dépenses publiques, l'État, c'est 400 et quelques. Et en 2016, le principal motif, le principal levier pour tenir les dépenses publiques et les finances publiques que François Hollande avait utilisé, c'était la baisse des dotations aux collectivités, ce que nous nous refusons à faire puisque nous faisons le pari de la confiance et du maintien de la maîtrise des dépenses par les élus locaux. Ouais. Encore une fois, je reviens à ces 5 milliards d'euros de financement de baisse d'impôts. Pour l'instant, on ne sait pas. Entre le travailler plus longtemps, entre les niches fiscales, entre... et les économies de dépenses publiques. Et les économies de dépenses publiques, on ne sait pas. Le président de la République a fixé un cap et il a aussi dit que c'était au gouvernement de préciser cela. J'ai dit tout à l'heure que concernant la baisse de l'impôt sur le revenu, nous aurions toutes les précisions d'ici juin. Concernant les niches fiscales, nous y travaillons avec les parlementaires de la majorité en particulier pour voir
lesquelles ne sont pas efficaces, lesquelles peuvent être remises en cause. Avec une ligne de conduite, c'est de ne rien faire qui nuise à la compétitivité des entreprises. Et là, pour le coup, il y a quelques dissonances, encore une fois, parce que d'un côté, on a Gérald Darmanin qui dit, alors je ne sais plus où il a dit ça d'ailleurs, mais il a dit on peut bien trouver quelques centaines de millions d'euros d'économies sur les niches fiscales. Et de l'autre côté, il y a la députée LaREM, Olivia Grégoire, qui estime qu'il y a 1,5 milliard qu'on peut récupérer sur ces niches fiscales sur les entreprises. On a une idée de combien viendront, enfin du financement, de combien viendront les économies sur ces niches fiscales? On est en centaines de millions d'euros, on est carrément peut-être en milliards? Vous savez, entre 1 milliard et 1,5 milliard, c'est toujours des centaines de millions d'euros. Ça passe de 10 à 15. Entre quelques centaines de millions à 1,5 milliard, ça peut être du simple au double, effectivement, de 700 à 1,5 milliard. Mais on reste dans des montants qui sont relativement modestes. Nous faisons ce travail d'expertise. Il faut avoir en tête que les niches fiscales concernant les entreprises 40 milliards. Se comptent à hauteur de 40 milliards d'euros. Regardons celles qui sont utiles, regardons celles qui sont efficaces. Regardons celles qui sont lisibles, concentrons nos efforts sur la compétitivité. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant tout ça? En plus, c'est un discours qu'on a souvent entendu. On va se concentrer, on va regarder une niche fiscale, celle qui marche, celle qui marche pas. On a des kilos de rapports de la Cour des comptes qui nous ont dit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Je crois qu'on ne peut pas faire le procès au gouvernement de ne pas avoir travaillé sur ces questions-là depuis que nous sommes arrivés. Nous avons sincérisé les comptes. Nous avons réduit ce qu'on appelle la réserve budgétaire, avec des crédits qui étaient placés en réserve à hauteur de 7%, que nous avons ramené à 3%. Nous travaillons avec un projet de loi de finances et une exécution budgétaire. Des niches comme ça fiscales potentielles qui sont dans le viseur? De faire le budget tout entier sans prendre de décret d'avance, qui est aussi un exercice de sincérisation. Donc aujourd'hui, je le répète, nous travaillons. L'objectif n'est pas de mettre des sujets dans la nature, de créer de l'inquiétude là où ce n'est pas nécessaire d'en avoir. Il faut bosser, préparer, arriver avec des mesures. Préparer, mois de juin. Avec une ligne rouge, mois de juin. Rien qui remette en cause la compétitivité. C'est pour ça que nous ne remettrons pas en cause le CICE devenu allègement de charge, ni le crédit d'impôt recherche. Ouais. Et rien que ces deux-là, c'est déjà 26 milliards sur les 40. C'est une somme importante. Et c'est ce qui fait dire justement à Laurent Wauquiez, c'est ce matin aux Échos, que le président de la République, Emmanuel Macron, est en train de passer à une politique anti-entreprise. Il dit voilà, bonus-malus sur la taxation des contrats courts, rabotage une fiscale des entreprises, on en a parlé, 5e acompte d'IS pour les boîtes qui ont été augmentées, pour les grandes boîtes. Ça donne peut-être le sentiment, un petit peu MEDEF aussi, que vous cherchez à faire un peu la poche des boîtes, non? Je ne crois pas, et vous savez, Laurent Wauquiez, il faut qu'il accorde ses violons, si vous me permettez cette expression. Chaque semaine, les députés LR proposent des dépenses publiques supplémentaires. Il y a un peu plus de 3 semaines, ce sont 20 milliards d'euros de dépenses publiques qu'ils nous ont proposées. En mois de novembre, c'était encore 20 milliards d'euros. Il ne se passe pas une semaine sans qu'ils nous demandent de créer des postes à un endroit, de ne pas fermer tel service, de ne pas réaliser telle économie. Et à côté de ça, vous avez leur président qui explique que ce gouvernement mènerait une politique anti-entreprise. C'est ce gouvernement qui dégage des marges pour les entreprises. C'est ce gouvernement qui a mis en place une trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés pour arriver à 25% en 2022. Qui était dans les tuyaux déjà avec François Hollande. Oui, mais il faut le faire, et il faut le financer. C'est comme la transformation du CICE en allègement de charges. Tout le monde en pensait, c'est nous qui le faisons. Tout le monde en parlait, c'est nous qui le faisons. Ouais. Sur cette facture, au global, est-ce qu'il y a un débat là-dessus, sur l'ensemble des mesures annoncées par le président de la République depuis le 10 décembre, on voit les images, c'était chiffré par Bercy, par vos services? Autour de 17 milliards. 17 milliards d'euros. C'est une addition évidemment qui est contestée par la droite, notamment par le rapporteur général de la Commission des finances au Sénat, Albéric de Montgolfier, qui dit qu'il faut rajouter le renoncement total ou partiel à la suppression des 120 000 postes de fonctionnaires, 3 milliards d'euros, le plancher de 1 000 euros pour les pensions de retraite qu'il faut compléter, voilà, pour arriver à hauteur pour les petites pensions. Et en gros, on serait peut-être plus proche de 20 milliards, 17 milliards. C'est un plancher, 17 milliards, c'est un plancher. Nous avons intégré l'ensemble des mesures annoncées par le président de la République. Le prolongement de la prime exceptionnelle. Nous l'avons intégré. C'est combien? Aujourd'hui, le financement de la prime exceptionnelle. Qui sera prorogé en 2020. Oui, ça va assez largement dépendre du montant. Si on se calque sur. Ça n'est pas une perte, ce n'est pas une dépense. C'est une moindre recette, puisqu'il s'agit de défiscaliser des sommes qui sont versées aux salariés. En 2019, début 2019, la prime exceptionnelle dite prime Macron a atteint 2 milliards d'euros. C'est 400 euros en moyenne pour les salariés qui l'ont perçue. C'est une prime qu'ils n'auraient pas perçue autrement, sur laquelle il n'y aurait pas eu de fiscalité. Nous renonçons à une recette fiscale sur ces sommes-là. Mais c'est aussi une façon d'associer les salariés à la réussite des entreprises. Donc 17 milliards d'euros, c'est vraiment... On ne se parlera pas dans 2 mois quand vous reviendrez, j'espère. J'espère aussi. Et finalement, on se dira c'était 20, 22, 25. 17 là, ça ne bougera plus. Nous sommes à 17 milliards d'euros et nous sommes engagés à les financer. On va financer les mesures du décembre, à financer les mesures du 25 avril, avec une idée aussi. C'est que toutes les transformations que nous menons dans l'administration, toutes les réorganisations, tout le pouvoir d'achat aussi, que l'on rend aux Français, nous avons à la fois comme objectif de réaliser des économies, mais aussi de doper la croissance, de maintenir la croissance à un bon niveau et donc aussi de générer des recettes.
Ouais. Un petit mot, parce que là, pour le coup, on est dans votre couloir encore plus. Le président a laissé entendre lors de cette conférence, et c'est vrai que certains ont dit que c'était peut-être son premier et seul reniement sur l'objectif de suppression de 120 000 fonctionnaires, promesse de campagne au terme en 2022. On a compris quand même entre les lignes, c'était à peu près abandonné, mais on a comme Gérald Darmanin, là pour le coup je m'en souviens, c'était sur RTL, juste avant le week-end, qui disait non, ça reste atteignable comme objectif. C'est pas un peu contradictoire, ça prête pas à confusion, sachant que si on donne les chiffres, vous savez parfaitement combien de postes ont été déjà supprimés en 2 ans. Vous connaissez le chiffre 6 000. 6500. Voilà, il faut être précis. 6500. Quand on doit arriver à 120 000 qui reste 2 ans et qu'il y a un... Alors, il faut être précis, il faut aller au bout de la démonstration. Non mais juste, je vous laisse répondre, mais quand on voit les engagements pris par le chef de l'État, plus aucune école ou hôpitaux fermés, ouverture de centaines de maisons, France Service, augmentation c'est les Échos, ça demande caution, qui disent que pour arriver à ce que les classes, il n'y ait pas plus de 24 élèves dans les classes primaires, c'est ça, de mémoire. De la grande section maternelle jusqu'au CE1. Exactement. L'équivalent, c'est 10 000 postes de fonctionnaires. C'est ce que disent les Échos. Je ne sais pas d'ailleurs si... C'est ce que disent les Échos, c'est ce que nous sommes en train de regarder, de vérifier. Ça serait ça d'ailleurs? Nous allons le vérifier. Un mot doigt mouillé, vous en pensez quoi de ce chiffrage? En général, le doigt mouillé, on évite, sinon on fait des erreurs comme j'ai fait au début de l'interview. D'accord. Donc on ne sait pas encore. Enfin, ça veut dire que c'est mission impossible de tenir cette promesse. Le président, il a raison de se dégager. Le président de la République s'était engagé pendant la campagne présidentielle à préserver la qualité du service public et à considérer que cette préservation de la qualité pouvait s'accompagner de la suppression de 120 000 postes, et plus exactement du non-remplacement de départ à la retraite de 120 000 agents. 70 000 dans la fonction publique territoriale. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chiffres de dépenses des collectivités, qui en 2018 ont maîtrisé les dépenses de fonctionnement puisque l'augmentation est autour de 0,6-0,7%. Mécaniquement, avoir passé un pacte, ça marche hein? La confiance, ça marche. Mécaniquement, ça entraîne la suppression, le non-renouvellement d'à peu près 14 à 15 000 postes. Sur 5 ans, nous sommes aux 70 000. 14 à 15 000 postes. Oui, lorsque les collectivités maîtrisent leurs dépenses de fonctionnement à un peu moins de 1%, mécaniquement, c'est 14 à 15 000 postes, 14 à 15 000 départs à la retraite qui ne sont pas renouvelés. Il en reste 14 000 fois 5, effectivement, on arrive aux 70 000. Il en reste 50 000 pour la fonction publique d'État. Et on a fait encore une fois 6 500, sachant qu'il y a toutes les promesses qui ont été... Il y a des plans de transformation qui sont mis en œuvre, qui vont se traduire aussi par des économies, une amélioration de l'efficacité, et nous l'espérons, des économies globales, à la fois sur le fonctionnement, mais aussi sur les charges. Donc vous conservez cet objectif, alors que le président a laissé entendre je vais au bout, justement. Le président de la République a dit une chose très simple. Il a dit, la priorité, c'est de répondre aux attentes des Français et de mettre en œuvre les engagements que j'ai pris. Et si ces engagements ne sont pas compatibles avec l'objectif de 120 000, alors j'y renoncerai. Il a ouvert la porte. Le travail que nous avons à faire avec Gérald Darmanin, c'est à la fois un travail pour réaliser des économies. Tout à l'heure, vous m'interrogez sur les modalités de financement de telle ou telle mesure. Et c'est un travail pour tenir les engagements du président de la République. À chaque fois que nous pourrons faire des économies, que ce soit en dépenses classiques ou en dépenses de personnel, nous le ferons. J'ai été maire pendant 10 ans, une ville de 17 000 habitants. À chaque fois que j'avais un départ à Annonay, en Ardèche, très belle ville. À chaque fois que j'avais un départ à la retraite, je me demandais s'il était utile de le remplacer ou pas. Non pas que la personne était inutile, c'est pas le débat, mais est-ce qu'on peut réorganiser le service? Est-ce qu'on peut faire un redéploiement? Est-ce qu'on peut travailler en interne pour réaliser des économies sans remettre en cause la qualité du service? C'est ce que nous allons faire avec une souplesse et une marge de manœuvre que le président de la République nous laisse ainsi. C'est que le chiffre de 120 000 n'est pas un totem, c'est un objectif d'économie, mais ce n'est pas un objectif comptable, arithmétique. Et je le répète, la priorité, c'est la mise en œuvre de ces mesures. C'est une promesse qui est caduque, il faut dire les choses clairement. Je ne sais pas si la promesse est caduque, mais en tout cas, ce n'est pas un totem, ça n'est pas arithmétique. Et je pense que les Français attendent aussi qu'on fasse de la politique sans faire que de l'arithmétique. On se dit quand même qu'annoncer vouloir baisser, en tout cas maîtriser la dépense publique, faire des économies, tout en renonçant justement, malgré tout, à aller jusqu'au bout des 120 000, parce que même si on ne sera peut-être pas très loin, mais en tout cas on n'y sera pas, il n'y a pas une contradiction en se disant on veut faire des économies, mais en même temps, 25% de la dépense publique, ça vient de la masse salariale, de la fonction publique. Donc en même temps, on se prive d'un levier énorme. C'est un levier qui est important, c'est la raison pour laquelle nous devons toujours chercher à réorganiser et à transformer. Nous avons aussi cette conviction que, notamment par les dispositions du texte de réforme de la fonction publique que je porte, nos services auront plus de moyens pour se restructurer et se réorganiser. Nous avons fixé des feuilles de route, ministère par ministère, des plans de transformation ministériels. Nous avons indiqué à l'ensemble du gouvernement, c'est le Premier ministre qui l'a fait, qu'il fallait à la fois réformer, garantir une présence sur le territoire, mais éviter les doublons, faire en sorte que l'administration soit finalement plus économe, plus efficace au service de nos concitoyens. Nous sommes en train de voter, de demander au Parlement de voter les outils pour accompagner ces mouvements
dans le respect des agents, dans le respect de leurs droits et surtout en garantissant la qualité des services. C'est aussi une source d'économie qui est fondamentale, qui est extrêmement difficile à chiffrer de manière très précise, à rendre chronologique, mais c'est une source d'économie. Nous avons des mesures et des réformes plutôt, qui sont structurelles sur la table. Celle de l'assurance chômage en est une. L'objectif d'avoir une contemporanéité entre le versement des APL et les ressources des foyers qui sont éligibles aux APL. Autant de sujets que nous ouvrons et que nous allons continuer, de réformes que nous allons continuer, que nous poursuivons. Réformes qui ont été mises entre parenthèses pendant 5 mois, parce qu'il y avait dans le débat, il fallait écouter les Français. Mais j'ai évoqué la question de la fonction publique, j'étais en concertation depuis février 2018. Ouais. Et, tout commence la semaine prochaine pour... Tout a commencé la semaine passée, puisque le texte a été adopté par la Commission des lois de vous avez raison, nationale. il faut être précis jusqu'au bout. Sur la retraite, un petit mot, parce que j'en parle à tous mes invités, que ce soit syndicalistes ou un politique ou un patron. Autant le président a été clair en disant cette promesse de campagne, je la tiens. Âge de départ à la retraite, on ne touchera pas. 62 ans, on ne bouge pas. Et puis il nous dit, je suis favorable à l'allongement de la durée de cotisation. Parce que quand on interroge tous les experts... Il dit qu'il est ouvert en tout cas. Il est ouvert, absolument. Bon, on comprend que quand le président est ouvert, c'est qu'il a envie qu'on y aille quand même. Enfin, vous connaissez mieux que moi. Non, mais ce qui veut dire que, de facto, quand on interroge les experts, ça veut dire que si on part à 62 ans et qu'on a augmenté entre-temps la durée de cotisation, les pensions, elles seront de facto plus basses. Et c'est là où je me dis, pourquoi ne pas dire aux Français les choses clairement en disant, on vous laissera le choix, vous pourrez partir si vous voulez à 62 ans, c'est vous qui verrez, si vous voulez, il y aura un petit bonus et tout. Mais avec le mot de malus, les choses sont claires, on partira à 62 ans avec une retraite moindre. Pourquoi ne pas le dire? C'est déjà le cas aujourd'hui. Encore plus demain s'il y a un malus. Aujourd'hui, nous sommes dans un système avec un âge légal de départ à la retraite qui est à 62 ans. Et pourtant, les Français en moyenne partent à 62,7 ans. Et vous avez même des Français, c'est justice, qui peuvent partir à partir de 60 ans pour ce qu'on appelle les carrières longues. Oui. En réalité, l'âge légal est à 62 ans et la plupart des Français partent après. Ouais. Ils partent après parce que justement, il y a 42 annuités à avoir. Mais pour pas les trimestres, et il y a déjà un malus, c'est ce qu'on appelle la décote, ça existe déjà. Et donc, sur les retraites complémentaires? Oui. Pas sur la retraite de base? Pardonnez, mais c'est quand même assez important dans le revenu des Français et des Françaises. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, sous l'égide de Jean-Paul Delevoye, à une réforme des retraites qui respecte les engagements du président de la République. On ne bouge pas l'âge, on passe à une retraite à points, on va vers une uniformisation des systèmes. Mais si c'est à points, il n'y a plus de durée de cotisation et là on remet une durée de cotisation dans la boucle. C'est pas clair tout ça. Pour avoir des points, il faut aussi avoir une certaine durée de travail. Ouais. Il faut qu'on travaille sur les modalités d'acquisition des points pour faire en sorte que tous les critères, tous les paramètres soient pris en compte. L'objectif reste le même, l'égalité d'abord, pour qu'un euro cotisé rapporte la même chose à l'ensemble des retraités. Faire en sorte aussi... Pour les régimes spéciaux, ça va couiner. Garder cet âge légal et faire en sorte que celles et ceux qui ont des métiers particulièrement pénibles, parce qu'on le sait, ils existent et il faut les prendre en compte, qu'il y ait des systèmes qui leur permettent d'acquérir des points plus rapidement. Donc pour vous, il n'y a pas de sujet. Encore une fois, s'il y a un allongement de la durée de cotisation et les mêmes qui partent à 62 ans, ils auront une pension, encore une fois, plus basse. Dans cette mécanique-là, oui. Donc il y aura bien des gens qui vont être concernés et qui... Sans faire cette réforme... Peut-être que nous pouvons aussi laisser le débat aller à son terme. Aujourd'hui, nous parlons, vous m'interrogez sur une réforme, alors que le haut-commissaire continue ses concertations, qu'il a fixé à l'automne dernier un certain nombre d'objectifs que j'ai retracés tout à l'heure. Force ouvrière, on avait Yves Verrier qui était là, il a arrêté les négos, il a dit attendez, c'est pas clair. Avec l'histoire de la décote. Je ne suis pas sûr qu'arrêter les négociations soit un moyen. D'ailleurs, c'est pas une négociation, il m'a dit c'est une consultation. Il m'a dit c'est une consultation. Il m'a repris d'ailleurs. Arrêter de participer aux discussions n'est pas la meilleure façon d'obtenir de la clarté. C'est un avis et je pense qu'on gagne toujours à discuter, à aller au bout des discussions. Bon voilà, c'est la première fois qu'il est passé nous voir. Merci d'être venu. Olivier Dussopt, donc secrétaire d'État chargé de la fonction publique auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.